Bienvenue dans Let's Go for Health. Aujourd'hui, nous allons attaquer la deuxième partie sur la nutrition en comparant des produits de la vie de tous les jours et essayer de comprendre si un Nutri-Score est vraiment fiable. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, ça nous aide vraiment beaucoup. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez surtout pas à consulter la page Facebook iSout Nutrition ou alors prendre rendez-vous avec Alain Rochefort. Bienvenue dans Let's Go for Health, le podcast de la maison médicale sur l'Est. Prêt à transformer votre vie? Branchez-vous dès maintenant et découvrez les clés d'une santé éclatante. Voilà, donc deuxième partie de la vidéo. Le plan maintenant, c'est qu'on va te présenter quelques aliments qu'on a trouvés dans le supermarché. Ouais. Dont deux des aliments, je rappelle, sont mangés par des personnes de la maison médicale. Donc nos habitudes alimentaires s'améliorent et on aimerait bien que vos habitudes alimentaires s'améliorent avec nous. On commence. Alors ici, on a un petit dagobert fait avec du pain acheté en conserve. Vous voyez les pains qui viennent en paquet, blanc. Que j'ai cuit au four hier soir avec des petites rondelles de tomates cerises. Ouais. On essaye d'être ça quand même. On peut la couper en toutes petites rondelles avec un peu de jambon. Alors là, j'ai mis du jambon de meilleure qualité que celui qu'il y a d'habitude et du fromage. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc pour midi, en fait, je dirais qu'on peut manger ce qui est entre les deux pains. En fait, mais le pain en soi-même n'est vraiment pas intéressant. Donc on peut racler le dagobert, manger ce qu'il y a dedans. En réalité, de nouveau, pour soutenir notre énergie, les protéines du jambon, du fromage sont top. Les tomates comme ça, les crudités, vous mangez l'aliment entier, vous avez des fibres, vous avez des vitamines, des antioxydants et tout, donc ça c'est génial. Mais par contre, le pain, c'est du pain qui est ultra, on va dire ultra transformé, enfin en tout cas... Ah bon? Parce que sachant que le paquet dure un mois dans le frigo, moi j'aurais pas l'impression de dire qu'il est transformé, un pain qui dure pendant... Il y a certainement des conservateurs, etc. Et puis en lui-même, donc le pain, donc c'est un pain blanc, hein, et donc en réalité c'est quelque chose de très glucidique. Donc une baguette complète, on considère que c'est l'équivalent de 22 sucres blancs. Ah oui, okay. Donc ça, on va dire il y en a peut-être une petite dizaine, quoi. Et donc, ça risque de générer un pic de glycémie, donc une hyperglycémie suivie d'une hypoglycémie. Quand on est en hypoglycémie, on est fatigué. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont des coups de barre l'après-midi, quoi. Ah, ça expliquerait peut-être pourquoi cette personne pourrait grogner de la crème, quand même. Okay. Et voilà, après il y a aussi, c'est des farines raffinées, c'est du gluten aussi, beaucoup de gluten là-dedans qui n'est pas spécialement intéressant pour la santé intestinale, donc voilà, non. Suivant, je vais prendre les céréales du petit déjeuner qu'on donne à nos enfants. Attends, mais regarde, c'est marqué Nutri-Score B, c'est bien ça, non? On pourrait croire que c'est bien, mais en fait, le premier problème d'une manière générale des céréales de petit déjeuner, c'est qu'on ne devrait jamais donner ça à personne au petit déjeuner parce que c'est un aliment ultra transformé, très riche en glucides, donc ça va toujours être le même problème que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Oui, ici je vois pour 100 grammes, 78 grammes de glucides, dont 23 grammes de sucre. Oui, c'est ça, donc c'est énorme. Et à part ça, bien que certains fabricants vont mettre enrichi en vitamines, en ceci, en cela, ce n'est pas de la nourriture qui soutient notre énergie. Le matin, on a besoin de protéines, de bonnes matières grasses qui vont être digérées pendant toute la matinée, qui vont soutenir la production de dopamine. Ce n'est pas du tout le cas de ces céréales-là. J'insiste vraiment sur le côté ultra transformé de toute cette nourriture. Et finalement, comment est-ce qu'on reconnaît un aliment ultra transformé? On peut regarder la liste des ingrédients. Souvent, c'est des listes très très longue. Attendez, parce que dans les ingrédients, ici, c'est marqué blé complet, premier ingrédient, et c'est en vert. Ouais. Ça, si c'est en vert, c'est que c'est bon, non? Ah c'est ce qu'ils essayent de nous faire croire, hein, c'est clair. Bien essayé. Blé complet, oui, mais sauf qu'il est où le blé complet, là? On n'en voit plus un seul grain de blé, c'est ça le souci, quoi. Et donc, je reviens vraiment, comment reconnaître un aliment ultra transformé? C'est la liste d'ingrédients à rallonge, avec dedans des ingrédients que vous ne connaissez pas, que vous ne pourriez pas avoir dans votre cuisine. Ça, c'est déjà un premier indice qui doit un petit peu éveiller votre attention. Et le deuxième truc, c'est de se dire, est-ce que je saurais fabriquer ça chez moi? Ou quelqu'un qui sait bien cuisiner? Non, et donc c'est pas bon. Alors maintenant le Nutri-Score, c'est une tentative pour soi-disant guider le consommateur, mais quand on voit qu'il y a un Nutri-Score B sur des céréales de petit déjeuner, on peut déjà se dire qu'il ne remplit pas totalement sa mission. Alors je peux détailler, le Nutri-Score en fait il est calculé sur
base des macronutriments. Donc c'est glucides, lipides, protéines. Et on va vérifier si c'est équilibré par rapport à ça. Le deuxième point, c'est que ça va être pour 100 grammes de portions de l'aliment. Donc par exemple, une pizza Nutri-Score A, qui mange 100 grammes de pizza quand il achète la pizza de 350 grammes du supermarché, on ne mange pas 100 grammes, on en mange plus. Et puis l'autre exemple que j'aime bien, enfin peut-être encore deux que j'aime bien donner, c'est les frites surgelées. Vous achetez des frites surgelées, je pense qu'il y en a qui doivent être Nutri-Score B. Eh ben, Nutri-Score, il ne tient pas compte du mode de préparation à la maison. Donc les frites, vous allez les remettre dans la friteuse et là, c'est sûr que le Nutri-Score, il n'est plus de B. Et puis à contrario, vous avez l'huile d'olive qui est souvent très très mal notée. De nouveau, qui consomme 100 ml d'huile d'olive en une fois? Ben, personne. Du coup, ici, j'ai du chocolat noir, c'est marqué D, donc ça, c'est mauvais, non? Alors ici... Bah oui, c'est de nouveau la conclusion qu'on peut en tirer. Entre guillemets, le problème du chocolat noir, c'est qu'il est riche en graisses saturées. Et c'est un des points d'attention du Nutri-Score, taux de graisses saturées. Et donc, ça semble mauvais, mais de nouveau, on ne va pas manger 100 grammes de chocolat noir. Par ailleurs, Moi, ça m'arrive parfois. Mais c'est pas bien. pas trop souvent, mais voilà, le chocolat noir, il contient un minimum 70%, donc ça c'est bien. Il contient des polyphénols de cacao. On sait bien que les polyphénols sont anti-inflammatoires et ont des vertus, quoi. À choisir le pourcentage. Minimum 70%. Parce que quand la quantité de cacao diminue, c'est remplacé en général par du sucre. Donc voilà, le calcul est vite fait. Alors, je passe à ce petit récipient de pâtes. Donc, c'est des pâtes où on rajoute de l'eau et on met au micro-ondes 3 minutes. Et notre repas de midi, c'est Le hot, spicy, rapide, bon, facile. Que penses-tu de ça? Ça, pour moi, c'est une catastrophe industrielle. D'abord, au niveau vraiment purement nutritionnel, c'est des glucides. Voilà, c'est du froment, les pâtes, c'est ultra processé. De nouveau, essayer de refaire ça chez vous, c'est impossible. Alors, un autre problème de ce type de préparation, c'est la présence de conservateurs. Il y en a beaucoup, si vous lisez l'étiquette, il y en a vraiment de nombreux. Conservateurs, exhausteurs de goût, parce que s'ils ne mettent pas d'exhausteur de goût, jamais vous mangerez ça. Et puis le dernier problème, j'ai envie de dire, c'est le plastique au micro-ondes. Voilà, les plastiques, de nouveau, ils ne sont pas inertes. Et donc, il y a des échanges de matière entre le plastique et l'aliment, et donc des perturbateurs endocriniens. On sait aujourd'hui que ça peut causer des réels soucis de santé. Moi, j'ai ici un yaourt avec des pêches, et c'est marqué sans colorant ni arôme artificiel. Et en plus, l'étiquette est verte, et il y a des fruits dessus. Donc, franchement, en plus, voir des fruits dans donc, ma femme me donne envie de le manger. Je trouve que c'est sain quand je le vois comme ça. Ils ont même fait un petit emballage qui ressemble à du verre, avec comme un truc de laitier comme ça. Oui, mais... Sincèrement, je le vois dans le supermarché, je me dirais, ça c'est sain. Ouais. Je vais manger bien, je ne vais pas le grossir, c'est bon. C'est pas catastrophique, franchement. Bon, les produits laitiers, particulièrement pour les enfants, je trouve que ça peut rester intéressant. Mais après, de nouveau, il y a produits laitiers, ça c'est ce que je dis aussi à mes patients, c'est qu'on doit viser la qualité et pas la quantité. Mais pour en revenir à ceci, le seul problème, c'est que c'est quand même très sucré, je trouve. Il y a 13 grammes de sucre pour 100 grammes. Allez, entre 5 et 10 grammes, je trouve que c'est encore tolérable. Au-delà, ça commence à devenir fort sucré. Mais c'est pas le pire, quoi. Et alors, ce qu'il faut comprendre avec les sucres, c'est que ça n'aura pas le même effet si vous le mangez alors que vous avez déjà quelque chose dans l'estomac. Donc, par exemple, si vous prenez ça comme dessert, la glycémie va quand même être lissée par le fait que vous avez déjà un repas avant avec des protéines dedans, des fibres, etc. Que si vous le mangez tout seul, alors là, vous risquez encore d'avoir un pic de glycémie. Donc voilà, c'est vraiment une question de contexte aussi avec le sucre. On essaie vraiment d'éviter les choses trop sucrées à jeun, quoi. Et quand on dit on essaie d'éviter les choses sucrées, que penses-tu des gens qui boivent régulièrement des sodas sans sucre? Alors... Du cola zéro. Ouais. Il y a pas mal d'amis mais qui zéro, boivent c'est bon, ça en se disant il n'y a pas de calories. Voilà, il n'y a pas de calories. Le problème du light, c'est que d'abord on entretient au niveau du palais le goût pour des choses trop sucrées. Le but, c'est quand même de se déshabituer de ce qui est trop sucré parce qu'au final, c'est pas bon pour nous. La deuxième chose, c'est que certes,
vous n'avez pas de glucides, vous n'avez pas de sucre dedans, pas de calories, ok, mais ça va, donc il n'y aura pas de pic de glycémie, mais au niveau cérébral, vous avez quand même l'information d'un goût sucré qui peut générer un pic d'insuline. Et en fait, les pics répétés d'insuline ne sont pas bons. Hein, on est d'accord, c'est pour ça qu'on conseille l'alimentation à index glycémique bas. Donc ici, pas de pic de glycémie, mais pic d'insuline probable. Oui, donc ça on finit peut par avoir le créer même une effet. hypoglycémie. Si vous n'avez pas tellement de sucre, oui, c'est vrai que ça pourrait créer une hypoglycémie, mais surtout, bon, l'insuline, ok, elle va faire rentrer le glucose, mais elle fait aussi, c'est une hormone de stockage en fait, et donc elle fait rentrer aussi, elle génère de la masse grasse en fait. C'est pour ça que le light ne fonctionne pas, ça se saurait si ça marchait en fait. Et alors le troisième gros problème des produits light et de ce type de produit-là, c'est que ça déséquilibre la flore intestinale. Et à la longue, c'est un problème aussi au regard du surpoids, de l'obésité, c'est cet équilibre de la flore, quoi. Donc malheureusement, ce n'est pas une bonne solution. Des solutions pour Exceptionnellement, les gens qui oui, mais enfin, voilà. Et les gens qui ne veulent voir que du coca, des Fanta, des choses à leur proposer. Effectivement, j'en vois des gens qui sont accros à leur coca. Je dirais qu'il faut une phase de transition. On ne peut pas leur demander d'arrêter du jour au lendemain. Mais je leur dis quand même qu'à un moment donné, il faut réserver ça comme un aliment plaisir, quoi, qu'on va boire occasionnellement, exceptionnellement. Mais donc, voilà, moi je leur propose des substitutions ou le fait de boire déjà des plus petites quantités, de les boire pas sur un ventre vide au début, et puis de les substituer petit à petit par des choses comme des thés, des tisanes, des choses comme ça. Alors je sais que ça n'a rien à voir, les thés, les tisanes, mais on peut faire aussi des choses froides qui sont sympas. Oui, c'est ça, des choses comme ça. Aromatisé, c'est ça. Et donc moi, je propose des phases de transition, mais tout en étant bien clair sur le fait qu'on n'a pas besoin de ça, et au contraire, on a besoin d'eau, quoi. Et donc quand on doit recommencer à boire de l'eau, c'est d'essayer d'avoir des gourdes graduées, de se dire, je bois tout ça aujourd'hui. Bon, c'est sûr que c'est pas facile pour certains de lâcher toutes ces boissons-là. Il y a aussi l'aspect financier, je veux dire, c'est pas donné d'acheter tout ça. C'est un budget. Du boudin noir. Un autre collègue qui est fan de cet aliment, il se reconnaîtra. Attends, il y a vraiment un collègue qui est fan de ça? Ah ouais, là j'ai raté net. Ok. Qui aime bien faire ses réserves de fer, comme il dit. Non, en fait, le boudin noir, en soi, c'est pour moi quelque chose de qualitatif, à condition qu'on aime ça, mais... donc c'est une protéine, effectivement, avec une grosse richesse en fer. Donc pour les sportifs ou les femmes qui rencontrent quand même beaucoup plus fréquemment les carences en fer, ça peut être un moyen vraiment de remonter ces niveaux de fer. Alors une petite info en plus, c'est que quand on consomme des repas riches en fer, si au même repas vous prenez de la vitamine C, que ce soit sous forme d'une orange, d'un kiwi ou quoi, je dis bien une orange entière, pas un jus d'orange, ou alors que vous prenez un petit comprimé de vitamine C, ici on arrive en automne, ça peut être intéressant, la vitamine C va vraiment potentialiser l'absorption du fer, donc augmenter l'absorption du fer par 5. Donc ça, voilà, moi c'est un conseil que je peux donner à des gens qui veulent remonter leur fer via l'alimentation. Après, sur le boudin noir, de nouveau, j'ai envie de dire, il y a plusieurs qualités, et donc moi je recommande d'aller chez les bouchers qui le font eux-mêmes. Voilà, la viande de supermarché, je peux pas dire que je l'ai analysée en détail, donc je vais pas jeter la pierre, mais il faut regarder la liste d'ingrédients de nouveau, parce que parfois il y a des boudins où vous avez du pain avec. Donc pour les gens, par exemple, qui mangent sans gluten, ça peut poser problème. Donc il faut se renseigner, il faut un peu lire les étiquettes, ça c'est vrai. Ouais. Et des gens qui diraient « Oh, c'est gras ». Est-ce que tu conseillerais à tout le monde de manger du boudin? Oui. Pas le soir, mais si vous mangez ça au petit déjeuner, moi ça m'arrive. Ah ouais. Rarement, mais je l'ai fait, et c'est vraiment une question d'envie aussi. À la maison, c'est vrai qu'on fait des petits déjeuners vraiment bien costauds. J'en mangerai pas le soir, et c'est vrai que oui, c'est gras, mais si vous n'en mangez pas... tous les jours. Voilà, personne mange du boudin noir tous les matins, je crois, donc c'est ok. Donc boudin, oui, mais avec des oranges et de bonne qualité. Voilà. Prochain aliment. Des amandes qu'on peut manger à 4 heures ou comme un casse-croûte quand on a un petit creux. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment excellent, vraiment. Les amandes, elles ont
une foule de nutriments en fait. Donc il y a des bonnes sources de matières grasses, hein, d'acides gras. Donc dans le gras, ça c'est quelque chose que j'explique, je passe du temps à ça. Il y a vraiment le bon gras et on en a vraiment besoin. Et le gras a été très diabolisé par l'industrie des régimes. Donc ça, je remets vraiment les pendules à l'heure en quelque sorte parce que le bon gras, on en a besoin. Du gras, on en a dans toutes nos cellules. Le cerveau est un organe vraiment comme aussi gras, voilà. Et puis il y a le mauvais gras et donc une amande, certes il y a des matières grasses dedans, mais elles sont vraiment intéressantes pour nous. Elles vont amener de la satiété, elles sont riches en fibres, hein, puisque quand on les consomme avec la peau, vous avez des fibres. Les fibres sont vraiment importantes pour notre santé digestive, pour nourrir nos bonnes bactéries, etc. Vous avez du magnésium, vous avez des vitamines du groupe B, donc pour la synthèse des neurotransmetteurs, c'est génial. Donc ouais, les amandes, vraiment très bien. Ok, mais merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir appris plein de choses. Ouais. J'ai l'impression qu'on s'améliore petit à petit pendant les podcasts, donc c'est super agréable. J'ai une petite information pour toutes les personnes qui nous écoutent. Je me rends compte, quand je regarde les statistiques de la chaîne, que vous êtes beaucoup à nous regarder, mais que vous n'êtes pas beaucoup à vous abonner. Donc n'oubliez pas, vous cliquez dans la petite flèche de j'aime sur Facebook, cliquez sur abonnez-vous sur YouTube, et on se voit pour une prochaine vidéo. À bientôt.